Bien, écoutez, j'ai grand plaisir pour le bouquet final de cette séance extraordinaire de vous présenter Madame Korschelt. Entre la pneumologie médicale pure, la chirurgie thoracique qui existe depuis une soixantaine d'années, il y avait une zone qui a été occupée par des pneumologues interventionnels qui font un travail remarquable. Donc vous allez voir quelques exemples parce que Madame Korschelt va nous montrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, messieurs. Je suis un peu émue quand même d'être là. C'est en tous les cas un grand honneur. On peut passer sur diaporama. Oh oui, en vrai diapo. Voilà, merci beaucoup. Foch a été... Tu ne le reconnaîtrais pas, François? Oui, oui. Hein, il a changé. On a un nouveau grand bâtiment qui est devenu très moderne. On a changé de siècle là en quelques temps. Alors, le traitement de ces tumeurs trachéobronchiques en endoscopie interventionnelle, elle s'intéresse aux tumeurs volumineuses développées dans le grand axe trachéobronchique. Il ne s'agit pas d'aller traiter une petite tumeur dans une sous-segmentaire lobaire inférieure, ça n'a aucun intérêt. On prend des risques, c'est tout ce qu'on gagne. Le traitement s'adresse à tout type de tumeur, qu'elle soit intrinsèque, un vrai champignon dans la trachée ou dans la bronche, compressive, souvent les deux, et bien sûr, le protocole opératoire doit être très rigoureux. Les tumeurs bénignes, eh bien, c'est là notre domaine de prédilection parce que là, on est efficace. Les tumeurs malignes, eh bien, tout dépend de la tumeur, bien sûr, de ses caractéristiques et puis du moment où on va la traiter. Alors, la technique, eh bien, c'est bien sûr sous anesthésie générale. Les patients ont tous eu, dans la mesure du possible, une endoscopie souple avant de les endormir, pour ne pas les endormir pour rien et se rendre compte qu'on ne peut rien faire. Ils sont endormis de façon très classique, avec des curats plus ou moins rapides d'élimination en fonction de ce qu'on espère de durée d'intervention. Et dans notre équipe, nous les ventilons en jet de ventilation, ce qu'on trouve très pratique, car on peut ventiler tout en travaillant. Donc on n'est pas gêné et on n'est pas obligé d'arrêter de ventiler pour pouvoir travailler et inversement. Donc ils sont surveillés, bien sûr la saturation, le degré de curarisation. Ils ont obligatoirement, et il faut se battre de temps en temps, mais une endoscopie souple le lendemain pour être sûr que tout va bien, retirer d'éventuelles fausses membranes, vérifier quand on a mis une prothèse qu'elle n'a pas bougé et qu'elle est en bon état. Et tout ça, c'est pour les malades programmés, donc pas ceux en urgence, sur une hospitalisation de 72 heures. Alors, la ventilation, elle est en jet et avec un appareil qui nous permet deux choses. D'une part, d'éviter les barotraumatismes avec un système qui prend la pression intra-bronchique, qui évite les pipes qui montent jusqu'au moment où tout explose, et la possibilité de vérifier et de modifier la concentration en oxygène de l'air qu'on injecte, 100% quand on ne travaille pas en laser et 50% quand on utilise un laser, ce qui nous évite les incendies que nous n'avons jamais eu dans ces conditions. À 50%, nous ne sommes pas, ça n'est pas comburant. Alors, une des difficultés de la bronchoscopie rigide, j'ai repris une photo de M. Stradling qui avait fait tout un livre sur l'endoscopie non interventionnelle, lui, c'est que c'est un bronchoscope rigide et que nos patients n'ont pas tous un cou d'une souplesse absolue, qu'ils ont une arthrose cervicale, qu'on a quelques-uns qui ont une spondylarthrite ankylosante même, et il faut de temps en temps avoir quelques astuces pour passer. Ce bronchoscope nous permet quand même de passer, bien sûr, à l'optique, de passer tous les appareils nécessaires, les pinces, des tampons quand ça saigne ou quand on a besoin de nettoyer, le laser, la cryothérapie, et puis d'utiliser le bec du bronchoscope lui-même pour pouvoir découper nos tumeurs. Le matériel, alors, le laser, c'est grâce à lui que cette endoscopie interventionnelle s'est développée, puisqu'on a commencé en novembre 1978 avec un prototype laser qui nous permettait d'aller découper des tumeurs dans la trachée, dans les bronches, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Le plus vieux, c'est le Nd:YAG, qui est un laser, j'allais dire, costaud,
qui est puissant, qui détruit, qui coagule peu, mais qui carbonise. Le KTP, c'est la YAG doublé, qui est plus précis, qui est beaucoup plus absorbé par l'hémoglobine, donc qui coagule mieux, mais qu'on n'a pas toujours. Le thulium, c'est celui que vous voyez sur la droite, qui émet dans l'infrarouge très lointain. La pointe rouge que vous voyez, c'est le laser de guide, tout simplement, qui a un gros avantage. Il est très, très absorbé par l'hémoglobine, donc il coagule très bien. Il est de ce fait très précis, puisqu'il pénètre très peu. Et donc, quand on a une lésion très proche de la paroi ou très précise, on l'utilise, et je l'emprunte à nos confrères de neurochirurgie qui, eux, l'utilisent dans le traitement des méningiomes. Et puis, il y a les diodes qui, à l'inverse, elles, alors, ce sont des instruments qui sont peu chers, mais qui sont un petit peu trop simple, je dirais, pour nous, et qui en tous les cas, dans les tumeurs, pour le traitement des tumeurs bénignes, est gênant parce qu'ils chauffent beaucoup. Elles chauffent beaucoup, les diodes, et donc on risque d'avoir une cicatrice rétractile sur un organe creux. Ça n'est pas ce qu'on désire, bien évidemment. Alors, il y a aussi la cryothérapie, après le chaud, le froid, qui est peu utilisée pour le traitement des grosses tumeurs, car elle ne détruit pas la tumeur tout de suite, pas dans l'immédiat. Donc on ne peut pas, sur une trachée, quand on a une grosse tumeur, augmenter encore la taille de la tumeur, on boucherait tout. Mais le froid nous aide avec son côté vasoconstricteur. Quand il y a une tumeur dont on sait qu'elle risque de saigner, on implante la fibre de la cryode. Tout ça gèle et on peut ensuite utiliser le laser de façon beaucoup plus confortable, ou le bec du bronchoscope, ou tout ce qu'on a à faire. Les prothèses, elles sont un petit peu plus récentes que le laser pour nous, mais enfin, ça fait quand même depuis 83 ou 4 qu'on les utilise. Les premières, c'était des prothèses en silicone, toutes simples, un cylindre creux. Sont arrivées ensuite les prothèses bifurquées pour traiter la bifurcation trachéobronchique. Elles ont un avantage, le silicone, c'est qu'on peut le couper, donc on les ajuste exactement à la taille dont on a besoin. Elles sont faciles à retirer quand elles ont besoin d'être retirées, mais aux extrémités, on a la formation de granulomes. Les métalliques, elles sont plus faciles à insérer. Elles sont difficiles à retirer parce qu'elles sont bien agrippées dans la muqueuse, et quand il faut tirer dessus, on a l'impression qu'on va retirer jusqu'au diaphragme. Et elles aussi forment des granulomes. La prothèse idéale, on ne l'a toujours pas. À chaque fois qu'un industriel vient nous présenter une nouvelle prothèse, on se dit « Ah, celle-là, ça va être bien, elle ne va pas bouger, elle ne va pas faire de granulomes, on va pouvoir la mettre facilement et la retirer facilement. » Et on est toujours un petit peu déçu au bout de quelques essais. Alors les voilà, la silicone bifurquée sur votre gauche, qu'il faut aller plier pour la mettre dans l'introducteur qui est en dessous, pour la faire entrer dans... Oui, c'est dans ce sens-là. Ah oui. Pour la faire entrer dans le pose-prothèse qui est là, vous voyez, il faut réussir à faire entrer ce machin-là là-dedans. Donc c'est de temps en temps un petit peu musclé. À l'inverse, bien sûr, la prothèse métallique, elle est serrée sur un cathéter. L'avantage, c'est qu'on peut la glisser facilement, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de place, et on peut surtout avoir l'optique à côté, donc voir où on la met beaucoup plus précisément, alors que la prothèse en silicone, eh bien, on se repère, mais on la met à l'aveugle. Non. Il y avait ça d'abord. Dans les indications, ce sont bien sûr les cancers qui sont le pain quotidien, avec, vous voyez le cancer en très grand, et puis quelques petites tumeurs, les bénignes et les dites à malignité réduite. Mais tout ça ne représente pas grand-chose, puisque 54% de toutes les indications, ce sont les tumeurs cancéreuses. Les tumeurs bénignes ne représentant que 4,4%, hélas pour nous, car c'est là que nous sommes curatifs et contents, mais bon. Et dans les tumeurs cancéreuses, 39% de celles-là ont été faites en urgence. Alors l'urgence, ce n'est pas seulement des gens pressés, c'est souvent, je vais vous en montrer quelques exemples, des malades qui arrivent à avoir des tumeurs qui ont pris une extension considérable. On se demande comment ils respirent encore avec ce qui leur reste de passage. Et puis là, il a suffi du crachat de trop
pour les mettre en péril. Maintenant, ces urgences sont un petit peu moins de 2 heures du matin parce que nos amis réanimateurs acceptent de les intuber et de nous les amener. Mais avant, ils arrivaient quasiment en asphyxie. Il y en a quelques-uns qu'on a à peine endormis parce qu'ils étaient presque en coma en arrivant. Les tumeurs bénignes, elles, il y a quand même rarement besoin de l'urgence. Alors, elles sont, ces tumeurs bénignes, souvent très volumineuses au moment de leur découverte parce qu'elles sont pédiculées. Et donc, elles bougent dans la trachée ou dans les bronches avec la respiration, un peu comme des algues dans l'eau d'une marée montante et descendante. Et donc, elles sont un peu gênantes, mais elles gênent moins la respiration qu'une tumeur fixée. Et l'exérèse est facile. En une séance, il faut prendre le temps pour le faire complètement, puisque en une séance, normalement, on a traité le malade et on l'a guéri, et les récidives sont rarissimes. Alors, je vais vous présenter un cas dont vous devinez, puisqu'il s'agit d'une tomographie qu'il est un peu ancien, d'une malade qui était traitée depuis 21 ans pour asthme, avec un asthme qui allait en s'aggravant, et elle augmentait ses doses de ventoline, de tous les bronchodilatateurs au fur et à mesure où il sortait, et puis elle a déménagé. Déménageant, elle est allée voir un nouveau pneumologue qui ne la connaissait pas et qui lui a fait une radio, ce qui n'est pas illogique quand on ne connaît pas encore un patient, et il a posé la radio sur son bureau et il a vu qu'il y avait quelque chose dans la trachée, d'où la tomographie, d'où cette tumeur qui est dans la trachée avec son pédicule ici et qui est ici, et c'est un lipome. L'aspect macroscopique, il est quand même faux parce que ici, ça ressemble quand même beaucoup à la précédente. Nous sommes aussi dans la trachée, mais là, c'est un neurinome. Et cet aspect endoscopique, et là, on lui a fait du laser, on l'a désobstrué complètement et retourné guéri de façon définitive. Et puis là, c'est une autre tumeur bénigne, et vous voyez que l'aspect macroscopique n'est pas toujours absolument rassurant, parce que, comme ça, en la regardant, on avait un peu l'impression que c'était plutôt méchant. Ben non, c'est un histiocytofibrome qui est parti complètement et qui n'a pas récidivé. Alors, les cancers, c'est, je vous l'ai dit, notre pain quotidien. Et alors, beaucoup, quand on nous appelle pour nous envoyer un ballon, on dit « j'ai pas encore l'histologie ». Et on a un peu la réponse. Alors, en fonction de notre humeur, on est plus ou moins gentil. Mais souvent, on dit « écoutez, je m'en fous de l'histologie. Ça va rien changer. Est-ce qu'on va faire ?» En dehors des métastases de cancer du rein, qui sont particulièrement hémorragiques, donc on préfère le savoir avant. Et si c'est possible, faire une embolisation des artères bronchiques qui correspondent à la tumeur, car on sera plus au calme. J'ai quand même eu 1 ou 2 fois plus d'1,5 litre de sang dans le bocal d'aspiration. Alors on aspire en permanence, hein, le bronchoscope permet d'aspirer tout le temps, et le malade ne s'est pas noyé, mais on n'est quand même pas très à l'aise. Et puis, il y a l'envahissement de la face postérieure de la trachée par les cancers de l'œsophage, où là, quand elle n'est pas encore là, on a une obsession, ne pas faire de fistules trachéobronchiques qui vont aggraver le malade considérablement. C'est un martyre de tousser à chaque fois qu'on avale sa salive. Alors, ces cancers, les cancers primitifs de trachéobronchique, c'est quand même la grande majorité. Les voisinages, eh bien, c'est l'œsophage et autres, et les métastases. Beaucoup dans nos cancers primitifs n'ont pas eu de traitement, et l'endoscopie interventionnelle était faite quasiment le jour de la découverte de la tumeur, toujours pour des tumeurs assez volumineuses. Le traitement est incomplet, c'est-à-dire qu'ils ont fini une chimiothérapie, et avant de faire la radiothérapie, on nous demande de rétrécir ou de réduire la taille de la tumeur dans la mesure du possible, ou de mettre une prothèse pour éviter que le début de radiothérapie n'aggrave une situation un peu difficile. Et puis, il y a ceux qui sont arrivés un peu au bout de leur route thérapeutique, qui récidivent. Là, il n'est pas question d'aller faire une endoscopie interventionnelle compassionnelle pour traiter une toute petite tumeur dans une sous-segmentaire, ce qui n'apportera rien aux patients quand ils sont bourrés déjà de métastases cérébrales, osseuses et autres. Ça ne rime à rien, mais pour certains d'entre eux, c'est vraiment la localisation trachéobronchique qui est dominante. Ils vont pas si mal par ailleurs, et donc là, c'est tout à fait logique d'aller les aider. Alors, l'histologie, je vous dis, on s'en fiche un petit peu, sauf pour quand même, avec les cancers adénocystiques, nos cylindromes d'autrefois,
qui devraient être opérés quand ils peuvent l'être. Et donc là, nous ne sommes que complémentaires, mais on sait que entre le champignon intraluminal et l'extension dans la muqueuse bronchique ou trachéale, il y a une grande différence. Ils sont souvent beaucoup plus importants en extrinsèque qu'en intrinsèque. Et puis dans les divers, une motion particulière pour les lymphomes qui vont aller écraser la trachée et les grosses bronches. Dans les non traités, la localisation, vous voyez qu'il y a beaucoup de trachées, dont celle-là, cette localisation, et là je m'étais dit, oh, ça doit quand même être une tumeur bénigne, elle est vraiment mignonne, elle est jolie comme tout. Eh bien non, c'était un épidermoïde, et celui-là, on a pu l'opérer après, facilement, parce que l'implantation de la tumeur était très courte, et en plus c'était un chanteur, et il n'avait qu'une idée, c'était que je n'abîme pas ses cordes vocales en passant mon bronchoscope. Il chantait après encore. La bifurcation, bien sûr, on va désobstruer d'abord, et puis on mettra une prothèse pour garder cette désobstruction. Et puis les bronches souches, bien sûr, ce sont les plus fréquentes. Les métastases à distance, eh bien le rein métastase beaucoup dans la bronche, et je ne sais pas pourquoi, dans la bronche droite, dans la lobaire supérieure droite, débordant dans la souche. C'est sur les 87 ou 8 que nous avons fait, il doit y en avoir 62 ou 63 qui sont dans la lobaire supérieure droite, débordant dans la souche. Je ne sais pas pourquoi, il y a un tropisme pour la droite du cancer du rein. Je ne sais pas. Donc c'est pour eux que nous avons peur de l'hémorragie et qu'on essaye de ou faire une artério-embolisation ou bien faire de la cryothérapie préalable. Et puis dans autres, ben, il y a tout peut métastaser dans la trachée et dans les bronches, les sarcomes, les Hodgkin, les thymomes, tout ce qu'on veut. On finit par trouver de tout. Alors, dans les cancers de voisinage, vous voyez que l'œsophage, qui est quand même là très proche, les cancers d'œsophage sont les plus fréquents et nous en voyons beaucoup. Et curieusement, depuis qu'on a commencé, l'âge et le sexe des cancers de l'œsophage se modifient, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus jeunes et il y a de plus en plus de femmes. Moi, quand j'ai commencé, le cancer d'œsophage, c'était le vieux poivreau, pour caricaturer un peu. Et maintenant, j'ai plusieurs patientes et nombreuses qui sont des femmes de moins de 50 ans, dont le mode, voilà, ce sont des grosses fumeuses. Ce sont des grosses fumeuses, mais quand même, ça fait quand même beaucoup. Les autres sont moins habituels. Et voilà, un cancer de l'œsophage avec sa fistule par où arrive la salive, qu'on voit ici, avec toute sa face postérieure bien envahie, la carène qui est élargie, où là, on va bien sûr retirer la partie la plus saillante de la tumeur pour se faire un peu de place et mettre une prothèse bifurquée, bien sûr. Ce n'est pas la prothèse qui assurera l'étanchéité, ce n'est pas grâce à la prothèse trachéobronchique que le malade va arrêter de tousser. Il toussera un peu moins parce que ça va passer moins facilement, mais si on voulait être étanche, il faudrait mettre une prothèse à force. Si on la met à force sur cette muqueuse qui ne demande qu'à se déchirer, on va agrandir la fistule, c'est tout ce qu'on va gagner. Donc on est obligé de mettre une prothèse de la taille de la trachée normale, et c'est la prothèse ésophagienne, quand on peut la mettre, qui, elle, entièrement couverte, assurera l'étanchéité. Alors, j'ai vécu dangereusement... Non, zut, c'est pas ça que je voulais faire. Comment je fais pour le démarrer ? Contrairement à vous, j'ai essayé de passer une vidéo. Voilà, là nous sommes à la fin de la trachée. On ne sait pas très bien. La souche gauche est ici. On ne sait pas très bien où est la carène. On est devant la souche droite. On va commencer par faire un petit peu de laser sur la surface pour que, quand même, elle veuille bien saigner un petit peu moins plutôt que de rentrer dedans brutalement. Alors, l'avantage du laser, c'est qu'on n'est pas obligé de toucher. Et donc, on ne fait pas saigner déjà avec la fibre elle-même. Alors, vous voyez, là, on s'est fait de la place. On a récupéré, on retrouve la carène. Et ça, c'est bien ouvert. Et on va retrouver en périphérie les bronches qui sont
elle, libre de tumeur, puisqu'elle était de la lobaire supérieure revenant vers la trachée, avec la lobaire moyenne en avant, le tronc des basales et la carène. Voilà, ça c'est un autre exemple. Alors vous allez me dire, il faut que je... Je vous laisse faire parce que je vais faire encore des bêtises. Là, c'est un malade qui a un lymphome qui lui écrase complètement les deux bronches, mais pas en périphérie. C'est-à-dire que la tumeur est proximale, donc on est sûr qu'on va maintenir ouvert sur quelque chose d'utile. Voilà la souche gauche qui est complètement écrasée et la trachée qui n'est plus qu'une fente. Le battement, c'est la ventilation. Donc on va, là, la seule chose à faire, c'est mettre une prothèse, bifurquée bien sûr, puisqu'il y a les deux bronches et la trachée à tutorer. La pose de la prothèse est sur le papier extrêmement simple. De temps en temps, un petit peu moins, car il faut aller l'ouvrir. Il faut qu'elle veuille bien s'ouvrir, qu'on la mette dans le bon sens, mais enfin ça, on y arrive maintenant plus facilement parce qu'on a des repères quand nous n'avions pas au début. Et on va finir par retrouver, elle va venir, la carène de la prothèse, et tout ça va finir par s'ouvrir. Voilà, ça vient. Il faut de la patience avec les prothèses. Et de temps en temps invoquer Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Voilà, là, la souche gauche est bien réouverte. Si vous vous rappelez qu'elle était complètement écrasée. À droite, c'est toujours un peu plus difficile parce qu'il y a la lobaire supérieure qui démarre et qu'on ne peut pas boucher. Et vous voyez que la trachée, elle, a repris un calibre plus correct. Et puis, un dernier exemple. Je vais y arriver toute seule. Voilà. C'est une tumeur qui est située juste sous les cordes vocales, comme vous les voyez ici. C'est un jeune homme, il a 32 ans. Ça fait un moment qu'il est essoufflé, ce que l'on veut bien croire, avec cette tumeur qui lui obstrue la trachée quasi complètement, mais qui, vous le voyez déjà sous le jet de ventilation, qui est relativement mobile. On va pouvoir passer le bronchoscope au-delà, si ça veut bien venir, mais ça va venir, oui sûrement. Voilà le bec du bronchoscope qui passe entre les cordes et qui va dépasser la tumeur pour voir un peu comment c'est en dessous. Et bien en dessous, c'est très bien. C'est strictement normal, à droite et à gauche. Alors, on va commencer, là aussi, je ne savais pas très bien ce que c'était que cette tumeur, par faire un petit peu de laser pour éviter que ça ne saigne trop. Je n'ai pas eu tort parce que quand j'ai eu l'histologie, ça fait partie des tumeurs qui saignent. C'est un cylindrome. C'est un cylindrome donc, qui est très très près des cordes vocales, hein, que vous voyez ici. Mais l'important, c'est que j'ai pu le retirer, vous allez le voir, en quasi-totalité, parce que là, si j'avais fait des biopsies là-dedans, c'est de la nécrose. Donc, aussi talentueux soient nos anatomopathologistes, dans de la nécrose, ils ne peuvent pas nous dire grand-chose. Donc, je vais bien réussir quand même à le faire saigner, parce que ça aurait manqué. Voilà, là, vous voyez, c'est de la nécrose, ça a l'air complètement amorphe, mais ça va saigner dans peu de temps. Pas beaucoup, c'est pas tragique, mais enfin, ça saignote. Alors, un petit coup de laser pour le coaguler. Et on va prendre le bec du bronchoscope, coincer la tumeur avec le bec du bronchoscope et essayer de faire des biopsies qui vont un peu déchirer la tumeur avec cette grande nécrose qui arrive. Donc, on va, avec le bec du bronchoscope, décapiter la tumeur. Et je l'ai tellement bien décapitée que je vais la retrouver, voilà, dans la souche gauche. Et alors, ma pince à biopsie, qui n'est quand même pas si petite, n'est pas suffisante pour l'accrocher correctement et la faire passer dans le bronchoscope. Si bien que je vais finir par prendre, au troisième essai, m'agacer et prendre une pince dite à cuillère, vous voyez, là, voilà, je la tiens. J'ai pu la retirer en entier et la donner à l'anatomopathologiste pour qu'il nous dise, c'est un cancer adénocystique. Ce malade a été radiothérapié car l'extension faisait qu'on ne pouvait pas l'opérer. Il était vraiment tellement près des cordes vocales qu'à 32 ans, risquer de lui faire une laryngectomie avec, c'était beaucoup.
Je refais un tout petit peu de laser pour terminer proprement, en gardant une petite plage tumorale postérieure afin de ne pas risquer la fistule zootrachéale, mais vous voyez qu'on lui a redonné un calibre quand même correct et qu'il a pu avoir sa radiothérapie dans des conditions un petit peu plus confortables que si on avait essayé de le radiothéraper avec sa grosse tumeur entre les cordes. Les résultats, eh bien, ils sont considérés comme bons, c'est-à-dire qu'immédiatement le malade se sent mieux. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas dans le temps. Pour nos cancers, ça dépend beaucoup plus de la nature du cancer que de ce qu'on a fait, mais on leur redonne un calibre. On considère que c'est incomplet quand on les a un petit peu améliorés, mais que, bon, ils sont encore là pendant quelques temps. Et puis, on a eu 3% de décès, d'hémorragie cataclysmique sur table, la tumeur étant le toit de l'artère pulmonaire, et puis des patients qu'on n'avait pas fibroscopés avant et pour lesquels on n'a rien pu faire pendant l'intervention. Et là, eux, si on ne les améliore pas, eh bien, on les aggrave de façon définitive. Voilà des résultats. Eh bien, bon, c'est quand même un petit peu mieux si on compare les deux radios du même malade. Il a quand même une atélectasie toujours du lobe supérieur droit, mais enfin, le reste de son poumon droit fonctionne. Et puis ces résultats sont dépendants de la localisation de la tumeur. Dans la trachée, c'est facile, on a un tuyau qui est tout droit devant nous avec des repères faciles. Les 6% d'échecs, ce sont les grands envahissements par des cancers de l'œsophage sur la quasi-totalité de la trachée et de deux souches. Là, on fait ce qu'on peut, mais on est quand même limité. À droite, il y a la lobaire supérieure droite, ou en bronchoscopie rigide, quand on a un cou un petit peu raide, ils ont un peu mal à la gorge à la fin de la journée, et puis il faut quand même pouvoir y aller. Et à gauche, la lobaire supérieure gauche est encore plus difficile à atteindre, et puis on n'a pas envie de faire trop de bêtises et de risquer une plaie vasculaire qu'on aura beaucoup de mal à aller tamponner correctement à cet endroit-là. Donc à gauche, ça marche moins bien, puis il y a le toit du péricarde qui n'est pas loin non plus. Enfin bon, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que nous avons des voisins un peu dangereux. Donc, pour conclure, dans ces indications, exception faite des tumeurs bénignes, où là nous sommes peut-être un tout petit peu concurrents des chirurgiens, le traitement de l'endoscopie interventionnelle est strictement palliative. Elle va permettre de faire un traitement correct de chimio, de radiothérapie. Malheureusement, très peu des cancers sont opérables, même en dehors de celles que je vous ai montrées, mais dans l'ensemble, il ne doit pas y en avoir 1 ou 2% qui soient opérables, même quand on les découvre au moment, quand on les traite au moment de leur découverte. Mais elle permet aux patients d'avoir un confort respiratoire qu'ils apprécient et en tous les cas de ne pas mourir d'asphyxie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Cette communication en tant qu'urologue nous a rappelé un certain nombre de choses parce qu'on utilise des prothèses similaires. Y a-t-il des questions ? Elles sont plus petites les vôtres quand même. Oui, alors nous, justement, c'est une question que je voulais poser. On a parfois des problèmes de stabilité des prothèses, et notamment dans l'urètre. La difficulté, c'est que la prothèse ne bouge pas. Est-ce que vous avez cette difficulté aussi ? Oui. Le problème, c'est d'adapter, d'avoir la bonne taille. Et chez certains patients qui sont les grands bronchopathes, qui toussent beaucoup, ils finissent par réussir à la bouger. Alors, quand il y a une compression extrinsèque importante, non, là, c'est elle qui tient. C'est elle qui tient. Quand c'est un cancer anaplasique ou un lymphome qui va être traité efficacement par chimiothérapie, elle ne va plus tenir. Et il m'est arrivé de récupérer le malade avec la prothèse bifurquée qui a mis ses 2 petites jambes dans la trachée. Et ils ne sont pas très bien. Enfin, ça se retire là très facilement. Et là, on le sait et on prévient nos correspondants qu'il faut surveiller le malade et que dès qu'ils voient que la prothèse est un petit peu trop au large, nous les renvoyer et qu'on la retire avant qu'il soit avec une prothèse entre les cordes vocales. Des questions ? Oui, Iraj. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir éclairés. Et à la lumière de ce que vous faites, comme vous avez montré, est-ce que vous pensez qu'il reste encore une place pour des résections étendues de la trachée suivies de greffes ? C'est une grande question, la greffe de trachée. D'abord, elle ne supporte rien, la trachée. J'ai toujours tendance à dire que c'est une vieille chatte susceptible, que dès qu'on y touche, il se passe quelque chose.
Il suffit de voir comment une sonde d'intubation avec un ballonnet gonflé peut faire de fausses membranes, dans certains cas, et combien, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais combien j'ai eu à traiter de sténose post-intubation, et quelquefois pour des intubations très courtes. Alors, les grandes extensions tumorales, je vais reprendre une phrase de M. Gaillard d'il y a très longtemps, c'est un peu les conquérants de l'inutile. Ces grandes extensions tumorales néoplasiques sur un cancer majeur, elles sont peu opérables dans l'ensemble, raisonnablement. Alors il y a de la place, si effectivement, pour les cancers adénocystiques, pour les cylindromes, qui ont une espérance de vie quand même importante, pour qu'on les désobstrue d'abord et puis qu'on puisse effectivement prendre le temps de préparer éventuellement une greffe. Je pense que c'est ceux-là qui sont sûrement les bons candidats à une éventuelle greffe de trachée, en dehors des pathologies bénignes, des brûlures ou autres, où là c'est un problème différent. Mais dans la tumeur, je pense que c'est les seuls où l'endoscopie interventionnelle va donner le temps de préparer le malade, de préparer la prothèse et pouvoir la faire. Autre intervention, autre question? Oui. Je vais intervenir sur le carcinome adénoïde kystique, puisque j'ai présenté à l'Académie les résultats à long terme des remplacements trachéaux par allogreffe aortique pour carcinome adénoïde kystique. Nous avons à l'heure actuelle 3 survivants avec des survies à 6 et 7 ans. Pour autant, on est en concurrence, il faut bien le reconnaître, avec la chimiothérapie et radiothérapie concomitante, puisqu'il y a 2 auteurs de Boston, notamment Aaron Allen, qui a présenté des rémissions complètes avec un protocole associant cisplatine et taxotère et radiothérapie conformationnelle. Donc avec les progrès de la chimio-radiothérapie, ces interventions très lourdes, malgré tout, doivent être considérées avec beaucoup de précautions. Il y a sûrement des indications encore, mais effectivement, la chimiothérapie et surtout la radiothérapie dans les cancers adénocystiques, ça marche bien. Ça fait la réputation que rien ne marchait sur les cylindromes. Quand j'étais petite, il y a longtemps, rien ne marchait sur les cylindromes, ni la radiothérapie, ni la chimio, donc on opérait le plus possible, quitte à faire des dédos, quitte à faire parce que l'ennui des localisations des cylindromes, c'est qu'ils sont trachéo ou trachéobronchiques. Et trachéobronchiques, c'est-à-dire qu'ils envahissent la trachée et une souche. Et que là, la chirurgie devient un peu difficile quand même. Impossible. Voilà. Bien, eh bien, merci beaucoup. Je rappelle aux membres qui ont été tirés au sort pour la commission des élections qui doivent rejoindre Henri Judet. Et merci à tous.